penses que tu comprends, mais tu sais pas ce que tu sais pas. Faut que tes œufs soient tous dans le même panier, man. Puis c'est par là, je veux dire, c'est ta vie est pensée en fonction de ce que tu veux accomplir. Faut que tu sois un pro avant d'être un pro. Anthony Auclair, t'es un ancien ailier rapproché de la NFL et champion du Super Bowl 55. On commençait à gagner l'année d'avant. On avait fini, je pense, 7-9. Puis là, on commençait vraiment à être super bon avec Tom, avec Gronk, avec les nouveaux joueurs qu'on avait eu. Donc, je voulais faire partie du bateau, moi aussi. Là, je voulais faire partie de gagner les games. Puis j'ai comme poussé mon recovery. Je suis arrivé, j'étais pas prêt. Je me suis blessé. Puis les Chiefs, on avait joué contre eux en saison à Tampa. C'était un match qu'on s'était fait défoncer. Puis c'est un match où est-ce qu'on s'est rencontrés dans le vestiaire après un meeting mené par Tom, justement, qui disait exactement ce qu'on avait besoin de faire, ce qu'il avait vu de l'équipe depuis ce moment-là. Puis je pense qu'on n'a pas perdu une game depuis le moment qu'on a perdu contre les Chiefs, qui était genre week 13 ou 14. J'ai envie de parler de Tom Brady. Ce que j'ai appris de lui, c'est que la communication avec les joueurs est tellement primordiale, man. Il disait tout le temps, tu peux jamais trop communiquer. C'est tellement vrai, là. Si jamais t'es pas sûr, puis tu sors du huddle, souvent t'es gêné, puis finalement tu vas faire l'erreur. Mais pourquoi faire ça, t'sais? Avec les coachs de l'Université Laval, t'as rentré et t'as dit, écoute, moi, mon objectif, c'est d'aller jouer pro. Exact. Yeah. Ouais? Nice. Je pense pas caché, ouais, exact. Puis les coachs qui ont OK, mais il va falloir que tu te développes, man, parce que ils disaient pas ça, mais je le voyais dans leurs yeux, puis c'est normal. Fait que, mais ouais, je pense qu'on catchait assez vite à quel point j'étais travaillant, puis j'avais un plan établi. Là. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Le Game On. Je suis votre host, William Rochefort, et aujourd'hui, en fait, on tombe dans la NFL. J'ai aujourd'hui mon premier joueur qui a joué dans la NFL, qui passe sur le Game On, Anthony Auclair. Merci d'être là aujourd'hui, de prendre le temps de venir partager ton histoire, ta mentalité. Honnêtement, j'ai été vraiment surpris. Passer d'un jeune qui vit de l'intimidation au secondaire, au primaire, à cause que tu avais des rêves plus grands que tout le monde, à finalement, prove them wrong, puis tu t'es rendu. J'ai hâte qu'on en discute. Merci Anthony de prendre un moment ce matin avec moi pour qu'on puisse en jaser. Je suis très excité. Un petit mot avant qu'on commence? Merci de nous recevoir, c'est très apprécié. C'est toujours le fun de venir jaser sur des podcasts, puis je pense que ça faisait un moment déjà qu'on s'en parlait, donc très content d'être ici ce matin. Let's go! Écoute, je ne sais pas si tu connais la formule du podcast, mais pour les nouveaux, chaque personne qui vient sur mon podcast a le droit à une introduction. Donc, Anto, voici ton intro. Anthony Auclair, tu es un ancien ailier rapproché de la NFL et champion du Super Bowl 55. Tu es originaire de Notre-Dame-des-Pins, un petit village en Beauce. C'est en 6e année du primaire que tu découvres le ballon ovale dans la Ligue de football printanier des Condors de Beauce-Appalaches. Tu es tellement tombé amoureux du sport que dès 8 ans, tu disais déjà vouloir jouer dans la NFL. Tu croyais tellement en ton rêve que les jeunes de ton entourage utilisaient ce rêve contre toi. Au secondaire, tu es carrière à la polyvalente Notre-Dame de la Trinité. Tu as évolué ensuite dans le Midget 3A avec les Dragons de Saint-Georges. C'est en 2011 que tu rejoins les Cougars de Champlain-Lennoxville. C'est à ta dernière année collégiale que tu vis un changement de position. Tu passes de carrière à ailier rapproché. De 2013 à 2016, tu vas ensuite rejoindre le Rouge et Or de l'Université Laval avec lesquels tu vas gagner 2 Coupes Vanier, 2013 et 2016. C'est en 2017 que tu deviens le premier joueur diplômé de l'Université Laval à atteindre la NFL en signant un contrat avec les Buccaneers de Tampa Bay. En 2020, tu deviens champion du Super Bowl 55 avec une victoire 31-9 face aux Chiefs. De 2021 à 2022, tu vas rejoindre les Texans de Houston avec lesquels tu vas marquer ton premier touchdown en carrière dans la NFL. Pour finir ta carrière NFL, tu vas aussi signer avec les Titans du Tennessee. Le 1er février 2024, c'est lors d'une conférence de presse au PEPS de l'Université Laval que tu annonces ta retraite. À ce jour, tu es le seul joueur de l'histoire à avoir remporté la Coupe Vanier et un trophée Vince Lombardi. Aujourd'hui, tu es cofondateur de Les Frères Auclair. Tu es coach des ailiers rapprochés au Rouge et Or de l'Université Laval et tu es sélectionné dans l'équipe canadienne masculine de flag football pour les Jeux olympiques de Los Angeles de 2028. Anthony Auclair, bienvenue
sur le Game On. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Anto, avec toute cette intro-là, j'ai l'impression que le sport a toujours fait partie de ta vie. Ça a commencé hyper jeune, mais il y a tout le temps un petit pourquoi de comment on a commencé. Donc, j'ai envie que tu me contes l'histoire derrière. Ben écoute, de où ça a vraiment commencé pour toi le football? Ben, comme tu l'as mentionné, déjà à un très jeune âge, j'avais commencé à jouer au football printanier au primaire. Puis ça, c'est à cause d'un ami qui m'avait convaincu de venir faire l'équipe. Moi, j'étais un gars j'étais vraiment gêné à l'époque. J'avais de la misère à concevoir que j'allais faire un nouveau sport. Puis c'est de quoi que je connaissais vraiment pas. Malgré le fait que c'était avant ça que j'avais dit à mon père que je voulais faire ça plus tard. C'était drôle quand même. Mais finalement, c'est ça, cet ami-là m'a convaincu. Puis j'ai joint l'équipe justement au primaire. Puis de là, ma passion s'est développée. Là. On faisait des petits tournois ici et là. C'était pas rien de majeur quand même, mais c'est l'organisation des anciens compteurs faisait une bonne job de réunir les jeunes du primaire puis de redonner justement à ces jeunes-là. Fait que si je comprends bien, t'as dit à ton père que tu voulais faire ça avant même de vraiment commencer à jouer pour de vrai. Ouais, assez contradictoire. En fait, on regardait un match de la NFL. Puis tu voyais comment que c'était. Le match était intense. C'était un match serré. Je me rappelle pas exactement c'était quoi le match. Ça fait trop longtemps, mais à cette époque-là, tu connais pas les équipes, tu connais pas les joueurs. T'es vraiment jeune, donc c'est comme un coup à la tête. Là, c'est genre moi, on dirait que c'est ça que je veux faire. Puis, mon père me regardait en riant. C'est sûr qu'il y a un kid qui regarde la télé et qui dit « Hey, c'est ça que je veux faire. » Puis c'est un sport comme la NFL. C'est sûr que t'as pas grandi, t'es un petit kid, tu sais même pas c'est quoi le sport. Mais on dirait que j'avais, dans la famille, ça avait joué quand même pas mal. J'ai un oncle qui a joué universitaire à Ottawa, qui est super passionné, qui a coaché longtemps les Dragons en Beauce. Donc, notre famille a quand même baigné dans le foot depuis un certain temps. Donc, la passion s'est développée, c'est sûr, à travers de tout ça. Mm-hmm. Hyper intéressant. Fait que j'avoue que quand t'es jeune, puis tu lances ça comme idée, c'est sûr que t'as la vie devant toi, mais c'est sûr que ça paraît tellement énorme puis inatteignable que je peux comprendre pourquoi les gens ont pris ça un peu en riant. Par contre, toi, t'as voulu... En fait, toi, c'était pas juste un rêve. Là. T'as vraiment voulu faire ça de ta vie, puis je trouve ça... Vraiment, je trouve ça vraiment inspirant. C'est vraiment cool de voir. Puis, en fait, où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est que c'est à cause de ce rêve-là que tu vivais un peu d'intimidation. Tu disais, t'étais timide, mais tu t'empêchais pas quand même de dire, moi, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Ben, moi, je suis curieux de savoir comment t'as réagi à ce moment-là, quand les jeunes de ton entourage, eux-mêmes, riaient de toi, ne croyaient pas en ça. Bon, en réalité, est-ce que ça a vraiment de l'importance qu'eux croient pas en tes rêves? Je pense pas. Mais à cet âge-là, vivre de l'adversité comme ça, c'est quand même tough. Ouais, exact. C'est un peu... je veux pas généraliser, mais c'est un peu comme ça qu'on est, dans le sens que quand quelqu'un va parler à voix haute de ce qu'il veut faire, puis ça paraît un peu outside the box de ce qu'on a ici au Québec, ben on a tendance à dire, ben voyons, t'arriveras jamais à faire ça. Puis c'est un peu plate cette mentalité-là, mais c'est un peu ça qu'on fait parce qu'on n'est pas habitué de voir des gens sortir d'une certaine routine, une certaine box qu'on crée nous-mêmes, en fait. Là. Puis tu vas en avoir, pourtant, tu en as plein des athlètes dans la NHL qui viennent du Québec, qui viennent de la Beauce, qui viennent des régions. Il y en a plein qui ont percé dans les sports, dans des rôles incroyables dans la communauté. C'est pourtant, on en a des exemples. Mais c'est un peu comme ça qu'on est quand on est jeune, surtout un jeune, c'est méchant, là, on se cachera pas. Dans l'air 1-2, là, c'est normal, ça n'a pas d'expérience, ça n'a pas de tact. Mais c'est méchant, puis ça va te le dire. Fait que moi, c'est un peu ça que je faisais, je le disais que c'est ça que je voulais faire, puis je m'en cachais pas. Mais là, on utilisait ça contre moi un peu. J'ai commencé la carrière en secondaire 1. Puis il y en avait un qui était là, qui était très bon là, en secondaire 2, justement. Puis c'est lui qui était le partant. Puis tu parles de ton rêve, t'es même pas partant de ton équipe. Fait que c'est comme, man,
comme toutes les raisons du monde d'écœurer ce kid-là. Mais oui, ça a créé, honnêtement, c'est drôle parce que ça a créé une espèce d'adversité. Tu vis de l'intimidation quand t'es jeune, tu te sens un peu seul là-dedans parce que souvent les jeunes n'ont pas le courage d'aller défendre les autres. Puis tu sais, c'est triste parce que c'est comme ça en fait. Là, c'est un groupe de jeunes écœure un jeune qui est tout seul, mais c'est dur d'aller se mettre devant toute cette gang-là puis défendre le kid qui se fait intimider. Donc, tu te sens un peu tout seul là-dedans quand tu te fais intimider. Par contre, ça m'a aidé dans mon parcours parce que ça a développé une certaine résilience. C'est sûr que tu veux faire ça pour toi dans le sens que tu t'entraînes, dans l'époque, je lançais quasiment à chaque midi avec des chums. Je voulais m'améliorer. Tu t'entraînes parce que tu veux le faire pour toi, mais il y a aussi une partie de toi qui dit hey man, je veux leur prouver que je suis capable de le faire. Puis ça crée une certaine résilience parce que je veux pas, c'est comme un obstacle dans ton parcours. Et ça m'a aidé beaucoup dans ma première année dans la NFL. Je suis arrivé là à Tampa. Ouais. Ben oui, je suis arrivé là à Tampa, puis c'est un environnement complètement différent. J'étais déjà bon en anglais à la base, mais tu m'as dit tantôt que tu étais allé à Lennox. Ben, justement, à Lennox, tes cours sont en anglais, mais tu parles en français avec tes chums. Mais ça t'arrête la compréhension quand même. Mais j'ai déjà à partir d'un jeune âge, je planifiais mes trucs dans le sens que je faisais tout en anglais. Écouter des émissions, lire. Je planifiais un peu que j'allais devoir parler en anglais plus tard, d'où le choix aussi d'aller à Champlain finalement. Mais bref, tout ça m'a aidé pour ma première année dans la NFL où est-ce que c'est un environnement anglophone complètement, puis t'es jamais pleinement toi-même à t'exprimer tant aussi longtemps que tu l'as pas vécu puis tu t'es pas immergé en anglais. Ça a été un défi aussi, mais c'est sûr que j'étais le jeune Canadien blanc qui arrivait d'un milieu francophone. Puis des joueurs qui essaient d'être intimidés un peu par rapport à ça, des joueurs qui se sont fait repêcher. Fait que il y avait tout ça en même temps. Fait que j'étais comme j'en avais vécu déjà. J'étais correct pour ça. Puis ça m'avait quand même aidé. C'est plate à dire, mais ça m'a forgé une espèce de carapace étant jeune qui m'a aidé à battre cette adversité-là dans la NFL. Puis c'est drôle parce que là, je m'étends sur plein de trucs en même temps, mais avant la NFL, tu fais des visites avec des équipes. Des équipes qui voient un potentiel en toi, t'amènent à visiter leurs installations, parler avec leur personnel, comme un job interview, si tu veux. Parce qu'ils veulent savoir finalement à quoi s'attendre, si tu repêches ou si tu signes. Puis j'avais rencontré une psychologue à Chicago qui faisait le tour de tous les joueurs que l'équipe pensait peut-être repêcher ou signer, faire une évaluation, puis après ça, donner ça au directeur, au GM finalement, ou au coach, peu importe. Puis le profil qu'elle avait dressé de moi, c'est que c'était parfait comme profil parce que j'avais vécu de l'intimidation puis que ça m'avait donné une certaine résilience. À même titre que quelqu'un d'autre aurait vécu peut-être un drame étant jeune, perdu un père ou une mère, ça lui a donné une certaine résilience en vieillissant. Mais c'est un peu ça, c'est un peu c'est pas la même échelle pantoute, là, mais c'est un peu la même affaire dans le sens que ça te préparait un peu à l'adversité que tu allais revoir dans un camp d'entraînement ou dans la NFL. Donc elle était comme ok, ça c'est parfait, c'est drôle à dire, c'est plate avec l'intimidation finalement, mais c'est vraiment c'est tough. Mais en même temps, c'est ça te forge un caractère. En même titre que malheureusement, ça laisse des séquelles, ça laisse des blessures psychologiques, mais en même temps, moi, ça m'a permis d'avoir une certaine résilience. Ça peut... puis je suis pas en train de dire, puis c'est souvent ça quand je parle de ça, je suis pas en train de dire « Hey, vous devez vivre l'intimidation pour être résilient. » Pas en tout, man. Si tu peux pas en vivre, tant mieux. Puis il y en a plein des athlètes qui n'ont pas vécu rien de ça. Mais... Puis, tu sais, il y en a des gens aussi que ça va affecter à long terme, puis ça va faire l'effet inverse, là, tu sais, c'est normal. Puis, tu sais, mon message par rapport à ça aux jeunes, c'est, n'hésitez pas à en parler. Gardez pas ça en dedans, c'est dur de vivre ça tout seul, puis de justement pas en parler à des amis ou à des parents, puis c'est pas une forme de faiblesse d'en parler, au contraire, c'est une force. Donc, c'est ça, je veux pas, souvent quand j'en parle, je veux pas laisser un message partagé où est-ce que, hey man, moi j'ai pas vécu d'intimidation, j'aurais dû en vivre, hey man, tu veux pas en vivre, c'est bien correct. Puis tu sais, c'est pour ceux qui en vivent, puis qui trouvent ça plus tough, fais juste en parler, puis c'est ça, c'est dur, mais c'est ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qui est crazy là-dedans, c'est que
même arriver au plus haut niveau, il y a quand même des gars qui ont essayé de t'en faire vivre du fait de ben là on est rendu que c'est nos jobs, là on veut jouer, on va avoir nos spots. Ça c'est fou, man. Pour vrai, là. Genre j'avais. C'est la NFL, c'est un. À même titre que n'importe quel sport professionnel, mais la NFL, souvent, t'as des athlètes qui arrivent qu'eux étaient jeunes puis vivaient dans un taudis avec leur famille, puis finalement ils sortent de là, puis c'est des athlètes exceptionnels, puis réussissent à faire vivre leur famille. Puis tu sais, c'est un peu la mentalité, c'est que tu veux avoir une job pour faire vivre ta famille dans la NFL. Donc tu sais, quand je suis arrivé, puis je me rappellerai toujours là, un joueur qui s'était fait drafter 2 ans avant moi, je pense. C'est un joueur de ligne défensive, puis c'est un second round pick ou un third round pick. Fait que c'est high expectation pour lui. Puis il gagne beaucoup d'argent. Moi, j'arrive comme undrafted free agent. Puis honnêtement, je suis un c'est pas pour me vanter, mais j'étais un bloqueur assez solide là, comme tight end. Fait que moi, c'était un peu ma force dans laquelle j'avais misé tous mes efforts parce que je savais que là-dedans, je pouvais être élite. Puis ce gars-là, je le lançais, man. Puis tu sais, dans le camp d'entraînement, là, je le lançais, puis il devenait fou, enragé, parce que lui, c'était impossible. Tu sais, dans le fond, tu te fais lancer sur un jeu, puis après ça, tout le monde le regarde avec ta position, avec les coachs qui te coachent en plus. Puis ils sont comme, man, ce gars-là, on l'a drafté second round, se fait lancer par un Canadien francophone qui a joué universitaire au Canada. Tu sais, eux, comme lui, ça venait tout le piquer de jour en jour dans le camp d'entraînement. Fait que, tu sais, à chaque fois qu'on se line up contre, il me lançait des insultes. Puis, tu sais, j'étais comme. Moi, je trouvais ça drôle parce que en réalité, c'est une question d'orgueil. Puis, il te respectait pas vraiment à cause de où tu venais. Mais ça l'ouvrait les yeux, par exemple, sur d'autres joueurs que, hey man, il est Canadien. Puis, il y a du bon foot là-bas. Ils sont bien coachés techniquement. Shout-out à Mathieu Bertrand, il m'avait bien montré des belles techniques qu'il avait appris lui-même puis qu'il s'était fait enseigner, qu'il avait joué dans la CFL 10 ans, donc beaucoup d'expérience. Mais c'était un peu ça le premier camp d'entraînement en fait. Ça c'est crazy, man. T'es arrivé là, t'es shut down. Ça c'est hot. Mais pour revenir sur ce que t'as dit sur l'intimidation, j'ai vu que t'avais écrit une BD. Ça s'appelle Les Aventures d'Anthony. C'est quoi, en fait, le message que tu veux que les gens retiennent? C'est vraiment d'en parler, de pas... de prendre ça puis de trouver une façon de prendre cette situation puis de la retourner à leur avantage, ce que je comprends. Ouais, en fait, c'est Sportaid, l'organisme Sportaid qui vient justement en aide aux jeunes qui vivent toutes sortes d'expériences, dont l'intimidation au secondaire. Dans le fond, ça veut un sport sain et actif, tu sais. Donc, eux, ils ont écrit la BD avec mon histoire. Le message, c'est un peu ce que je disais tantôt, dans le sens que, tu sais, si jamais t'as envie, tu veux pas hésiter à en parler, puis de pas sentir justement que t'es tout seul là-dedans, puis de sentir que c'est une faiblesse d'en parler. Au contraire, justement, si t'es capable de verbaliser puis de montrer tes émotions, justement, ça montre une certaine force de caractère. Donc, c'est un peu ça que la BD veut, finalement. Tu avais raison de dire que parler, quand tu as des idées qui sont un peu du cadre naturel de la vie, mettons, comme aller jouer dans la NFL ou avoir des grands projets, ben souvent, on va être regardé un peu différemment. Puis même que j'ai envie de dire que dans le foot, c'est un peu bizarre, mais moi, quand j'étais dans le foot, c'est presque tabou de dire « Ah, moi, je veux jouer pro ». Tu sais, c'est un peu weird à dire, mais tu sais, je lisais dans un livre que c'est vraiment prouvé que dans les athlètes qui atteignent les plus hauts niveaux, comme la NFL, la NHL, whatever, ben il n'y a aucun de ces athlètes-là qui a peur d'en parler. C'est important d'en parler. C'est important de se mettre de l'avant. Puis le plus important, c'est d'y croire. Tu sais? C'est que toi, que tu y crois. Moi, je suis curieux de savoir, je veux t'entendre là-dessus. Pourquoi tu penses que pour toi, c'est important d'en parler, de ses rêves? Ouais, ben, c'est un excellent point. Il y a un saying en anglais qui dit You gotta see it to believe it. Mais c'est sûr que si t'en parles puis tu le verbalises toujours, mais à quelque part dans ta tête, tu le vois, tu sais. Puis si justement t'en parles pas, tu t'en caches un peu, mais tu viens comme le cacher dans ton esprit, tu sais. C'est important comme athlète de se faire un vision board où est-ce que tu vas mettre, OK, ben cette année, c'est ça que je vais atteindre. Fait que tu mets une photo de toi ou une photo d'un athlète justement que tu apprécies, que tu voudrais ressembler, ben
tu vas commencer à le voir un peu. Parce que, rapidement, je mettais des logos de la NFL dans ma chambre. Quand je me couchais, je voyais juste ça. Il n'y a rien que j'ai pas fait par rapport à ça. Puis d'en parler, justement, c'est ça. C'est un peu de visualiser puis d'y croire finalement toi-même. Mais c'est pour ça que je pense que c'est important, c'est surtout l'aspect visualisation, puis de le voir pour le croire. Il faut que tu le vois dans ta tête avant, puis il faut que tu l'aies vécu mentalement avant. C'est un peu ça l'idée. Mm-hmm. Merci d'avoir partagé ça. Tu as choisi le rouge et or. Je suis curieux de savoir pourquoi tu as choisi le rouge et or. Ça, c'est quand même une histoire intéressante dans le sens que, c'est de parler tantôt de mon changement de position à ma dernière année au cégep. En fait, ce qui est arrivé, c'est que entre ma deuxième et ma troisième année, c'est le parcours typique d'un athlète collégial, c'est qu'il fait 3 saisons collégiales, après ça, il choisit une université. Mm-hmm. Donc, entre la deuxième et la troisième, tu regardes un peu les universités, tu te fais une idée. Puis moi, j'essayais de jouer beaucoup NCAA. Je te parlais tantôt que je prévoyais un peu mon plan, finalement. Le parcours NCAA, pour moi, c'était sûr que ça allait m'aider davantage pour la NFL, finalement. Puis c'est un peu vrai aussi. T'avais pas eu une offre à Buffalo aussi? C'est ça, exact. Ça me mène à parler de ça, justement. J'avais rencontré un scout de Buffalo que, dans ce temps-là, c'est sûrement encore de même. En fait, ça doit être encore mieux que c'était. Les scouts, ils venaient souvent regarder des pratiques collégiales ou regarder du film, justement, des athlètes collégiales au Québec parce que on sort un peu plus vieux, on est un peu plus mature physiquement, puis c'est un avantage pour eux parce qu'ils peuvent avoir autant d'années. Fait que finalement, c'est ça. Il y a un scout qui m'avait invité à un camp où est-ce qu'il invitait des jeunes athlètes de la région de Buffalo, justement, du secondaire. Puis moi, j'étais carrière à l'époque. Mm-hmm. Fait qu'il m'amène au camp, tu fais des testings, 40 verges, ton bench, tout le genre de combine, si tu veux. Puis après ça, tu fais des one-on-one, tu fais des shells, des teach. Puis, sais-tu quoi? À cette pratique-là, j'étais pas au courant, mais eux, ils m'ont switché à tight end. Fait que, j'étais carrière, puis j'en avais aucune idée qu'ils allaient faire le move. Puis, il y avait tout prévu ça, eux. Fait que, j'étais arrivé là-bas, j'ai commencé à jouer tight end, justement. Puis, honnêtement, ça avait super bien été. Puis, je m'en faisais parler par plusieurs universités au Québec, dont Laval, qui m'avaient dit, hey, on te verrait comme tight end. Puis, c'est sûr qu'à 6'6", 205 livres, t'es pas très gros, puis tu y penses pas vraiment que tu vas passer corps arrière à aller bloquer des DN. Mm-hmm. Donc, c'est là qu'un peu j'ai commencé à croire à la transition. C'est sûr que côté orgueil aussi, tu veux pas changer de position parce que tu t'étais vu jouer cette position-là. Mais finalement, c'est ça. Fait que, ça m'a amené à changer de position quand je suis revenu à Champlain. J'en avais parlé avec Jonca, j'étais tout gêné d'aller le voir pour ça. Puis finalement, lui, il avait la même idée en tête. Fait que ça a comme cliqué directement. Puis de là a commencé ma progression là, à ma dernière année à Champlain. Mm-hmm. Ça a-tu joué sa confiance? Tu sais, le fait de vouloir aller jouer ou justement le fait de changer de position, tu voyais encore plus l'opportunité d'aller jouer pro? Et au début, c'est sûr, c'est tough dans le sens que tu comprends la transition. Mais c'est dur, puis je le vois avec des kids, on recrute des kids qu'on voit pas nécessairement à la position qu'ils jouent au collégial, mais il faut faire confiance à ce que les entraîneurs voient. Au final, toi comme athlète, tu le vois pas nécessairement, mais nous on le voit, le potentiel, on te voit bouger, on voit qu'est-ce que tu fais, ta physicalité, peu importe. Donc des fois, c'est de faire confiance à ce processus-là. Mais je te dirais que c'est après ma deuxième année universitaire là, que j'ai vraiment accru. Je me comparais à des tight ends NCAA justement, puis j'étais comme ok, je pense que j'ai une bonne chance. J'ai commencé à regarder pas mal de films de pas mal tout le monde, les gars qui se faisaient repêcher, les gars qui étaient à leur deuxième année universitaire américain. C'est là que j'ai commencé à me faire une bonne tête par rapport à ça. Puis j'ai pas répondu à ta question finalement parce que j'ai choisi Laval. Ça me revient. Mais justement, quand je suis revenu de Buffalo, j'étais comme ok, mais il est peut-être trop tôt pour aller jouer tight end NCAA. Puis en même temps, je réalisais que j'étais jeune pas mal pour aller aux States. Il m'immergeait en anglais. Puis je trouvais ça... finalement, j'ai pas pris la décision d'aller là parce que je me trouvais trop jeune. Puis j'étais pas prêt. Puis c'est tout à l'honneur des jeunes, justement, d'aujourd'hui qui s'en vont aux States, au secondaire même. Puis après ça, ils vont en NCAA. C'est très respectable. Mais moi, je me sentais pas prêt. Puis je trouvais que... c'est encore le cas. Je trouvais que ce qui ressemblait le plus à une
une organisation NCAA. Au Canada, ben, c'était l'Université Laval avec les installations, le coaching. Donc, tu sais, ça a été un no-brainer par rapport à ça. Mm-hmm. Est-ce que dans ton meeting avec les coachs de l'Université Laval, t'as rentré et t'as dit, écoute, moi, mon objectif, c'est d'aller jouer pro? Exact. Yeah. Ouais? Nice. Je pense pas catcher. Ouais, exact. C'est sûr que je le vis maintenant parce que je suis entraîneur à l'Université Laval, mais c'est quand un kid te dit ça. Moi, j'ai envie de faire une transition, fait que c'est un peu plus dur à voir. Pour un coach, tu sais que le kid a un potentiel, mais tu sais pas à quel point. Mais je te dirais que de nos jours, des fois, on envoie des joueurs collégiaux qui sont dominants, puis ils disent ça, puis tu sais à quel point ils sont travaillants, tu sais à quel point ils sont passionnés. Fait que tu te dis, c'est un no-brainer, c'est sûr que ça va arriver. Donc, moi, je pense que je faisais partie des joueurs qui gros potentiel, voient ça grand, puis les coachs qui disent, OK, mais il va falloir que tu te développes, man, parce que ils disaient pas ça, mais je le voyais dans leurs yeux, puis c'est normal. Fait que, mais ouais, je pense qu'on catchait assez vite à quel point j'étais travaillant, puis j'avais un plan établi. Ça, c'est intéressant, par contre, que tu faisais partie des joueurs que, tu sais, t'avais le talent, tout ça, mais fallait quand même que tu te développes. Je sais pas, c'était plus... c'est quoi, c'était plus physiquement ou au niveau de la position technique? Ben, c'est un peu tout, tu sais, j'avais joué... un 3/4 de saison en Thaïlande à Champlain. Ensuite de ça, j'étais quand même, j'étais pas gros pour le rôle, en fait. Là, c'est justement, comme tu dis, physiquement, athlétiquement, toute la compréhension de jeu. C'est sûr qu'à carrière, ça donne une bonne idée de tous les concepts et tout. Ça t'aide beaucoup à avoir une tête de QB quand tu joues une autre position. Mais c'est ça, c'est développé. C'est sûr que t'arrives universitaire, que tu sois bon ou que tu sois justement un gars qui a du potentiel, ben, même si t'es bon, il faut quand même que tu t'améliores à travers tes années parce que l'universitaire, c'est un autre niveau. Puis c'est professionnel, mais c'est un autre niveau complètement. Donc, c'est sûr que chaque joueur doit justement développer ce potentiel-là. Là. Mais vu que maintenant, tu sais un peu ce que ça prend, tu sais la détermination, tout ce que ça l'englobe d'aller jouer pro. Quand les jeunes, mettons, les gars, ils rentrent à l'uni puis ils te disent ça, ou c'est peu importe les gars que tu croises dans tes camps ou peu importe, comment qu'un peu tu t'es capable de les mentorer? En fait, qu'est-ce que j'essaie d'en savoir ici, c'est vu que toi, tu sais c'est quoi ça prend, est-ce que tu leur dis, OK, ben écoute, si tu veux vraiment te rendre là, comme buckle up, là. Genre, il y a du stock à faire, puis comme, how bad do you want it, plus, là? Ouais, puis c'est un excellent point que tu dis là. C'est dur à faire comprendre, par exemple. Tu sais, je pourrais te dire, parce que le plus gros conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est faut que tes œufs soient tous dans le même panier, man. Puis c'est par là, je veux dire, c'est ta vie est pensée en fonction de ce que tu veux accomplir. Tu sais, dans ta semaine, tu te couches tard, tu sors, puis tu mets pas tout dans la préparation physique ou la préparation mentale. C'est sûr qu'à quelque part, ça va échouer. Donc, tu sais, c'est un peu ça, puis c'est de comprendre ça comme jeune. C'est dur des fois, là, tu penses que tu comprends, mais tu sais pas ce que tu sais pas. Puis ça, je le dis souvent, tant que tu l'as pas vécu ou tant que tu vois pas la différence, tu le sais pas. Puis je dis souvent, faut que tu sois un pro avant d'être un pro. Puis ça veut dire dans ton approche de tous les jours, qu'est-ce que tu fais de mieux que les autres, qu'est-ce que tu fais de plus. Puis des fois, ça veut pas dire... quand t'es jeune, tu vas en faire trop, même des fois, tu vas overtrain. Mais ça veut dire, dans ta préparation mentale, dans ton recovery, qu'est-ce que tu fais de plus que les autres? Est-ce que tu fais des petits extras pour un receveur, par exemple? Est-ce que combien de ballons tu catches par semaine? Si tu catches juste des ballons à ta pratique, puis t'en catches pas à l'extérieur, des fois, tu vas toucher à 5 ballons par pratique. C'est ridicule. Un receveur de la NFL, je pense tout le temps à Antonio Brown. On peut dire ce qu'on veut d'Antonio Brown, mais c'est un travaillant insane, ce gars-là. Entre les reps, il demandait au coach de lui lancer. Les coachs souvent un peu plus assistants au coach des wide-out, exemple, mais il lançait comme 15 ballons entre ses reps. Le gars, il catchait au moins 100-150 balles par pratique. C'est le travail que tu vois pas, finalement. Ce que tu fais dans la noirceur, ça éventuellement ça ressort à la lumière, mais c'est quoi que tu fais justement quand on voit pas, tu comprends ce que je veux dire? Quand on s'entraîne pas tout le monde ensemble ou quand on fait pas une pratique tout le monde ensemble, est-ce que tu fais des extras? C'est comme tout ça en même temps, fait que tu mets toutes les chances à ton bord. C'est quoi que tu dirais que toi tu faisais dans l'ombre qui a eu un énorme impact sur ta carrière mais que personne ne voyait? Mais je travaillais beaucoup les détails, moi. Exemple,
un tight end, il faut que ça ait un footwork vraiment important dans le blocking, que tu sois timé, puis tu sois groundé au sol. Mais tout ça, le stance, comment sortir plus rapidement, parce que la réalité, c'est que, puis même dans les tracés de passe, j'étais pas un gars comme Kelsey, exemple, qui va courir super vite, puis qui est un receiving tight end. Par contre, j'ai besoin de gagner mes one-on-one. Fait que, tous les petits détails, attaquer les shades, visualiser comment qu'un joueur va réagir d'une telle façon si je cours mon route d'une telle manière. Ben, tu sais, c'est tous ces détails-là que j'essayais le plus possible de perfectionner. Puis c'est ne serait-ce que sortir de mon stance le plus vite possible, mes mains sont à la bonne place. Tu sais, c'est comme tous les détails techniques. Ça, je te dirais, si je maîtrise ça à 100%, ben le reste, si je suis quand même fort physiquement, je suis quand même un bon athlète. Donc, tu sais, c'est justement ces détails-là font la différence dans le professionnel, puis ta compréhension des jeux, puis le temps que tu mets dans le playbook, justement. Mais je te dirais que moi, j'étais un gars vraiment de détails, tu sais, c'est ce que je travaillais dans l'ombre, tu sais, ne serait-ce quand même, je me filmais, là, tu sais, j'en venais quasiment fou à OK, mais là, je fast step là-dessus. Pourquoi? Ben, OK, mon poids, il est plus par en avant. Je devrais peut-être le balancer pour sortir plus rapidement. Tu sais, c'est comme tous des petits détails que le monde ne penserait pas, mais qui font la différence finalement. Ça, c'est quand même vraiment intéressant, ça, que t'as pas le choix d'être. Tu sais, peu importe ce que tu fais, là, tu sais, t'as choisi le sport, t'as choisi le foot, mais peu importe ce que tu fais, c'est comme tu dis, man, si tu veux vraiment réussir là-dedans, faut que tu sois all-in, t'as pas le choix. T'sais, le fait de te filmer, d'en faire comme ça, ça paraît banal, mais crif, c'est vrai pareil, ça. Ça t'amène à vouloir aller plus loin. Exact. Puis tu veux préparer ton plan B. C'est sûr, mettons, moi, j'ai fait mon bac en intervention sportive à Laval. Je l'ai même terminé pendant que j'étais dans la NFL. Mais tu sais, tu voudrais préparer ton plan B, mais évidemment, ton effort puis toute ton énergie doit être mis dans le plan A. Si tu vas pas à 100%, tu vas avoir des regrets parce que peut-être que ça marchera pas, tu sais. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que, tu sais, en même temps, tu veux, comme nous, le foot, c'est accordé avec l'école. Fait que ça, c'est bien parce que tu peux préparer ton après-carrière en plus. Mais c'est pas tout le temps ça dans le sport. Puis c'est important de justement y penser quand même. Mais hey man, si tu crois que tu peux te rendre dans n'importe quel domaine, mets tes efforts et ton énergie à 100% là-dedans. Mm-hmm. C'est quoi que ça prend pour être un bon tight end? Honnêtement, comme je disais tantôt, une bonne compréhension de jeu. Un tight end, ça a un IQ assez important parce que faut que tu comprennes les protections de passe, le run game, faut que tu comprennes les concepts de passe. Donc, tu touches à tout, finalement. Donc, ton IQ de la game doit être important. Athlétiquement, c'est sûr, il faut que tu sois un bon athlète parce que tu vas avoir tantôt à courir des routes contre un safety, un halfback. Au football canadien, c'est plus des nickels, mais finalement, des nickels, c'est des safety américains, donc c'est des DB. Mais il faut aussi que tu cours des routes contre des linebackers. Il va falloir que tu bloques des D-line sur le jeu d'après, tu bloques des linebackers. Donc, non seulement tu touches à tout l'aspect stratégique, mais tu vas bloquer et affronter, en fait, quasiment tous les joueurs sur le terrain également. Donc, il faut que tu sois quand même un bon athlète. Mm-hmm. Il faut aussi que tu sois capable de courir des bons tracés de passe puis de faire des catchs contestés, des catchs physiques. Ça, c'est super important parce que souvent, tu es appelé à faire des catchs dans le centre du terrain où est-ce que tu vas te faire frapper par un safety après. Tu vas attraper une balle dans le signe, un halfback qui va te frapper les jambes en même temps. C'est tous ces aspects athlétiques-là qui sont importants. C'est justement d'avoir des excellentes mains. Là. Ça, c'est sûr et certain. Si tu as un big body qui positionne bien entre le defender et la balle, puis tu es capable de faire des catchs contestés, tu gagnes des points comme tight end, assurément. Mm-hmm. C'est sûr que tantôt tu parlais qu'une des plus grandes forces c'était de bloquer. C'est sûr que déjà en partant, si tu t'es démarqué de cette façon-là, ben c'est une bonne grosse partie d'une job d'un tight end, tu sais. Exact. Tu sais, dans la NFL, comment que les rosters fonctionnent souvent, c'est qu'ils vont habiller 3 tight ends ou 4, mais souvent c'est 3. Le 3e, c'est souvent ton blocker que tu vas amener dans des packages, justement. Mais tu sais, des receiving tight ends, là, ça, il y en a
plus que pas assez, là, finalement. Puis les équipes se recherchaient justement des tough guys qui est un peu old school, si tu veux. Puis ça les aide dans le run game. Fait que, moi, j'ai tout misé là-dedans. Ça fait en sorte qu'après ça, tu catches les ballons parce que tu es sur le terrain puis tu cours des tracés de passe. Mais l'aspect blocking était super important pour moi. Là, si on m'amenait faire un one-on-one, ça permettait en fait d'avoir le tight end one-on-one contre un D-line en pass pro. Mais en même temps, là, ce que tu fais, c'est que tu crées des double teams inside. Fait que c'est important pour les équipes. Là. Mm-hmm. J'aimerais qu'on aille tout de suite dans tes années aux Buccaneers, Super Bowl. Commencer, j'avais complètement oublié que tu avais joué avec Antonio Brown, fait que tu m'as fait rappeler ça. Mais c'est vrai, tu as été là, puis tu as vécu la fameuse crise qui a passé dans tous les médias. Non, en fait, je n'avais pas vécu la crise parce que c'était l'année que je venais de quitter. C'était 2021. c'était l'année d'après le Super Bowl. Ouais, c'est l'année d'après, exact. Yep. Ben écoute, tu as joué avec Tom Brady. Insane, man. Rob Gronkowski aussi, qui était revenu de sa retraite. T'sais, juste déjà en partant, ces deux noms-là, des énormes noms dans la NFL. J'ai envie de parler de Tom Brady. Raconte-moi un peu ta première rencontre avec cette personne-là, quel genre de personnage que c'est dans une équipe. Puis j'aimerais aussi savoir, qu'est-ce que tu as appris d'un gars comme Tom Brady? Et ben, la première chose, c'est une histoire que je raconte tout le temps, honnêtement. C'est parce que moi, ça m'avait marqué. C'est un gars qui fait preuve d'un leadership incroyable. Il faut rappeler que l'année du Super Bowl, c'était pendant la COVID. C'est la première année de la COVID, c'est 2020. Donc, on n'a pas eu les fameux OTAs, qui sont les pratiques de printemps, les entraînements de printemps en équipe. Donc, il n'y a pas eu cette partie-là pour que lui puisse connaître l'équipe, la nouvelle équipe dans laquelle il s'en venait. Mais ce qui m'amène justement au training camp, quand on revenait justement tout le monde ensemble, la première fois que quand je l'ai vu, en fait, là, je l'ai vu dans le gym, puis il est venu me serrer la main, il me dit « Hey, salut Anthony, je m'appelle Tom », il m'a appelé par mon nom, il s'est présenté, puis ça montrait juste à quel point il a pris le temps de connaître chaque joueur de l'équipe, de où ils provenaient, quel était leur rôle dans l'équipe aussi. Donc, ça montrait, OK, ben ce gars-là, lui, il connaît tout le monde, là, il a fait sa job, c'est incroyable, man. Ça, j'ai trouvé que c'est une marque de leadership super. Si tu arrives dans une équipe et tu connais tout le monde déjà, puis tu as fait un travail de mémorisation, finalement, à savoir c'est qui ces gars-là. Puis, il m'a vu sur des photos, mais il m'avait jamais vu en vrai. Puis des fois, c'est dur de matcher les photos avec la vraie personne. Fait que, il a fait ça, justement. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ce que j'ai appris de lui, c'est que la communication avec les joueurs est tellement primordiale, man. La communication sur le terrain, la communication hors du terrain. Lui, il faisait des players meetings où est-ce que on se parlait justement des jeux, de ce qu'on voyait sur le terrain, puis qu'on soit tous sur la même page, des signaux qu'ils pouvaient faire pour changer les tracés de passe avec les receveurs, puis là, on passait tout un après l'autre, puis ils faisaient des différents signaux, puis on disait « OK, je cours un slant, OK, je cours un fade, OK ». Puis même si t'étais tight end, t'étais running back, t'allais tout faire les signaux, puis tout le monde connaissait justement les signaux, mais aussi connaissait pourquoi qu'on les faisait, quel coverage qu'on voyait. Donc, ça amenait une communication à travers l'offensive ou l'équipe qui était exceptionnelle, puis ça prend ça pour un succès d'une équipe. Puis il disait tout le temps, tu peux jamais trop communiquer. Puis c'est tellement vrai. Là, si jamais t'es pas sûr, puis tu sors du huddle, puis souvent t'es gêné t'es gêné, tu vas pas dire c'est quoi le jeu, ou tu vas pas demander rien. Puis finalement, tu vas faire l'erreur. Mais pourquoi faire ça? Pourquoi ne juste pas dire « Hey, je suis pas sûr, OK, c'est quoi qui se passe là finalement? OK, bon, ben parfait. Là, on est sur la même page. » Tu peux jamais trop communiquer. Maintenant, je vois couverture 3 de mon bord. OK, finalement, c'était man. C'est jamais, il faut toujours communiquer. Puis ça, c'est ce que j'ai appris avec lui. Ça, c'est fucking sick, man. Genre, l'aspect de... Il faisait c'est un coach. En fait, c'est un coach joueur, rendu là. Exact. Puis, il était capable de... ça arrivait, puis le monde il pense que ça crée des conflits avec les entraîneurs. Pas vraiment, dans le sens qu'un entraîneur pouvait envoyer un personnel avec un jeu sur le terrain, mais lui, il pouvait dire non, je veux... il y avait comme une certaine liberté, je veux ce personnel-là pour ce jeu-là. Fait que, il calait comme son propre jeu, finalement. Puis, ça avait du succès. Des fois, ça marchait pas, mais c'est cette liberté-là puis cette cohésion-là qu'il y avait avec les entraîneurs, en fait, qu'on avait du succès, finalement. Mm-hmm. Ben, si vous avez gagné pour une raison aussi. Mais exact. ça, c'est
C'est vraiment impressionnant. Comment ça marche un Super Bowl comme joueur? Je sais que malheureusement, t'as pas été habillé lors du match. T'as été habillé la majorité de la saison, ce que je comprends. Il y a juste ce match en particulier que t'as pas été en équipement, t'as été sur le sideline. Mais j'ai envie de te ramener un moment où on parlait de Tom Brady. Ben justement, le fameux clip de Tom Brady que t'as sûrement entendu parler, qui disait que il connaissait tellement la défensive des Chiefs de A à Z qu'il la connaissait quasiment mieux que eux, qui pouvaient lui-même caler les jeux d'avance parce qu'il la voyait. Ben, moi, j'ai envie de t'amener dans la semaine de préparation. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous, on voit pas de ce show énorme-là qui est le Super Bowl? En fait, tu sais, juste pour faire du pouce sur le pas être habillé, parce que ça a été tough, là, dans le sens que c'était partagé comme émotion, dans le sens que tu gagnes, t'es au Super Bowl, mais tu peux pas faire partie. Cette année-là, j'ai joué je pense la moitié de la saison parce que je me suis blessé au début, je suis revenu, j'ai comme poussé un recovery, je suis revenu finalement, puis ça peut servir de leçon à des jeunes athlètes. J'ai poussé un recovery pour faire partie de... T'sais, Bruce Arians était venu me voir en niaisant. Il dit, man, tu manques le party parce que on était une équipe qui avait du succès, qui gagnait. Puis ça faisait déjà, c'était ma 4e année que j'étais à Tampa. Puis on commençait à gagner l'année d'avant. Puis on avait fini, je pense, 7-9. Puis là, on commençait vraiment à être super bon avec Tom, avec Gronk, avec les nouveaux joueurs qu'on avait eu. Donc, je vais faire partie du bateau, moi aussi. Là, je vais faire partie de gagner les games. Puis j'ai comme poussé mon recovery. J'étais arrivé, j'étais pas prêt. Je me suis blessé. Finalement, c'est côté performance, je tough it out, mais c'était pas pareil pendant tout. Donc, j'ai pas de dress des playoffs au complet. Donc, ça a été tough, man. Mais en même temps, tu gagnes, tu fais partie de l'équipe quand même. Donc, pour revenir à la préparation contre les Chiefs, on avait joué contre eux en saison à Tampa. C'est un match qu'on s'était fait défoncer. C'est un match où est-ce qu'on s'est rencontrés dans le vestiaire après un meeting leadé par Tom, justement, qui disait exactement ce qu'on avait besoin de faire, ce qu'il avait vu de l'équipe depuis ce moment-là. Puis je pense qu'on n'a pas perdu une game depuis le moment qu'on a perdu contre les Chiefs, qui était genre week 13 ou 14. Puis on a tout gagné nos games jusqu'au Super Bowl. Après avoir vécu un blowout, je pense que c'est un Thursday night en plus. Fait que tout le monde regarde ça aux States, tout le monde regarde ça en général. Fait que ça nous a comme été un wake-up call. Des fois, il faut que tu vives l'adversité early dans la saison ou au milieu de la saison pour justement te redresser puis corriger certaines choses. Donc ça a été un wake-up call pour nous. Puis le Super Bowl, en fait, il se déroule sur 2 semaines. Donc, c'est 2 semaines de préparation. Puis, tu sais, la force des équipes ou la force des joueurs rendus là, c'est de faire abstraction de tout ce qui se passe autour parce que c'est beaucoup médiatisé. Donc, tu entends plein d'histoires de projections des scores puis toutes ces choses-là. Puis, tu essaies de vraiment pas regarder ça du tout. Tu sais, je pense que pendant ces semaines-là, on mettait nos selles de côté le plus possible. Puis, on était concentrés. Puis, tu sais, tantôt, je parlais de qu'est-ce que tu fais dans l'ombre, justement, qui ressort la lumière. Mais je pense que Tom, c'est un gars qui faisait du film. Il arrivait tôt le matin au facilities pour faire sa routine avec son entraîneur. Après ça, je pense que le soir, il faisait beaucoup de films. Donc, finalement, il en a tellement regardé qu'il les connaissait, puis il regardait aussi contre nous, qu'est-ce qu'il avait fait pour s'ajuster à notre offensive. Je pense qu'à partir de là, ça a été... il a tellement étudié que ça a ressorti justement qu'il voyait ce qui se passait avant même. Tu viens qu'à reconnaître justement ce qu'eux font comme ajustement. Donc, c'est vraiment nice là, à voir. C'est sûr que j'avais préparé justement une question sur le fait de pourquoi tu n'étais pas habillé puis comment tu t'es senti. C'est sûr que... est-ce que tu avais un peu le sentiment de... c'est le fun que tu as gagné, mais est-ce que c'est vraiment ton Super Bowl, tu sais? Parce que c'est ça qui est, je sais pas. C'est une excellente question. Tu fais partie... En fait, là, je vais te répondre que oui, c'est mon Super Bowl parce que ça fait 4 ans que tu es avec l'organisation puis tu construis quelque chose. Puis tu as participé à les 3 années avant où est-ce que ça a été difficile puis te fight à travers des changements de coaching staff, te fait à travers des matchs qui ont été difficiles. En fait, là, on a une année qu'on a eu, je pense, 5 victoires, mais crime, il y a 11 défaites là-dedans. Ça a été des scores de
7 points et moins qu'on a perdu, là, c'était des games crève-cœur, man. Tu as fait partie de ça. Justement, comme j'ai dit, le changement de staff, des performances aussi bonnes que mauvaises. Tu as fait partie de tout ce build-up-là qui a mené justement au Super Bowl. Puis finalement, tu fais pas partie du match, mais Krim, tu as fait partie de la construction de cette équipe-là, finalement. Puis, tu sais, c'est au même titre que O.J. Howard qui s'est fait repêcher la même année que j'ai signé avec Tampa, tu sais. C'est blessé en début de saison. C'est déchiré le tendon d'Achille, a manqué le reste de la saison, a manqué, tu sais, même les semaines la saison d'ensuite. Ben, Krim, lui aussi, c'est son Super Bowl parce que, man, il a participé justement à la construction de cette équipe-là. Puis moi, j'ai pu participer aux pratiques, puis j'ai donné un scout look des tight ends des Chiefs à ma défensive. J'ai participé à leur préparation. Donc, tu sais, c'est tout ça en même temps. Là. Ça a été une décision. En plus, le Super Bowl, au début, j'étais habillé. Puis finalement, ça a été une question de, on a besoin de tel gars sur l'unité spéciale qui remplissait un rôle différent. Donc, ça a été juste, je pense, le matin même du match, là, on m'a donné parce que tu as une passe spéciale pour le vestiaire quand tu jouais. On m'a donné cette passe-là. J'étais comme, OK, let's go, man. Là, je t'habille, là, c'est fou. Puis finalement, il y a quelqu'un qui vient me voir, non, finalement, on l'a donné à ce joueur-là parce que on a fait un changement de décision de dernière seconde. Puis j'ai comme, hey, shit, OK, là, ça va être comme bouleversé un peu, mais tu fais partie du navire à ce moment-là, puis you gotta go with the team, c'est ça qui est ça. Mais oui, ça a été difficile, puis ça a été quelque chose à process par la suite. Mais finalement, tu fais partie de l'équipe, man. Tu fait partie de la préparation. Le match a été joué, puis c'est un 3 heures, mais toutes les heures mis avant, man, t'en as fait partie. Fait c'est un peu ça. Ça revient un peu à si tu comprends ton rôle, c'est la meilleure façon d'être le leader dans l'équipe. Exact. C'est un message pour les jeunes aussi. Tu ne seras pas tout le temps. Je me rappelle, j'avais un message d'un ancien coéquipier de Laval, Shane Gauthier, qui m'avait écrit que hey man, lâche pas, je sais qu'est-ce que tu vis comme émotion, j'ai pas de geste ma première Coupe Vanier, puis ça m'avait bouleversé, puis mais ça c'est un beau message parce que c'est quelqu'un qui comprenait un peu qu'est-ce que je vivais, tu dresses pas le plus gros moment de sport professionnel, c'est plate, mais t'en fais partie, veux pas, faut que tu te le rappelles. Ça, c'est dur à faire. Ça, c'est sûr. Écoute, je l'ai vécu collégial, j'étais sur le sideline, puis c'est sûr que j'étais dress, c'est la seule différence, mais comme je jouais pas pareil, Puis là, est-ce que tu gagnes? Est-ce que tu as vraiment gagné? C'est ça qui est tough des fois à vivre, mais finalement, quand tu réalises que tu as un rôle dans l'équipe, si tu le comprends, tu as plus d'impact que tu peux le penser. En finissant, parce que je vois le temps filer, écoute, on n'aura peut-être pas le choix de se faire un épisode 2 parce que, écoute, je te dis, j'ai essayé de rendre ça le plus short possible, mais pour te donner une idée, j'avais 5 pages de notes, OK, pour l'émission. On peut en faire un. Écoute, il y aura, ça me ferait vraiment plaisir, man, qu'on se refasse ça sérieusement. Mais en finissant, écoute, t'as vécu des victoires de Coupe Vanier. T'as vécu le Super Bowl. La question qui me vient en tête avec l'expérience que t'as dans le football, aujourd'hui, dans le flag football, c'est quoi que ça prend, selon toi, pour créer une équipe championne? Ça, c'est une excellente question. Ça prend, puis tantôt on parlait de la préparation qui mène à une équipe gagnante. Ça se fait pas la semaine même, ça se fait pas dans la saison même, ça se fait dans l'off-season qui est avant ça, même ça se fait dans les saisons avant où est-ce que tu as un noyau de joueurs qui justement, c'était ça un peu à Tampa. On avait un excellent noyau de joueurs. Là, on parle souvent de Tom, on parle souvent de Gronk, on parle souvent de Jason Pierre-Paul qui était arrivé l'année d'avant, Antonio Brown. Mais ce qu'on oublie, c'est que OK, mais ça, c'est 4-5 joueurs, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a une trentaine de joueurs là-dedans que c'est des core players qui étaient là depuis, justement, que j'étais arrivé en 2017 ou même avant. Lavonte David était là depuis longtemps. Cameron Braid, même affaire. Mike Evans était là depuis longtemps. Chris Godwin était en même temps que moi. On a tout construit ça ensemble. Fait que, ce qui ça prend, c'est justement une chimie d'équipe, comprendre que la communication passe avant tout, que faut que tu fasses abnégation de toi, comme je disais tantôt,
abnégation de soi-même, où est-ce que, man, tu sacrifies justement ton playing time parce que tu veux que l'équipe gagne, mais tu dis, man, je vais pas chialer, je vais pas commencer à faire mon bébé parce que je suis pas habillé ou justement, je suis habillé, mais je joue pas. Tu sais, faut pas que tu sois un cancer, faut que tu sois all-in avec ce que l'équipe fait. Puis des fois, ça, c'est dur, man. Tu sais, c'est surtout quand t'es une équipe qui gagne beaucoup. Mais des fois, à un moment donné, t'es tanné d'être ce gars-là. Tu sais, tu veux être le gars qui shine aussi puis que tu vois ce que ça apporte aux autres. Mais, man, n'oublie jamais que ton rôle est aussi important que... Tu sais, on a des joueurs à Laval, là, dans mon temps, un joueur qui avait pas de dress pendant 5 ans, man, il a gagné 2 Coupes Vanier. Mais tu sais, ce gars-là, il donnait les meilleurs scout looks, il faisait des gros catchs en pratique, puis il se donnait corps et âme pour l'équipe en pratique, puis lui, c'était correct pour lui, ce rôle-là, puis on n'en parlera jamais, mais ça a été aussi important que les gars qui étaient sur le terrain, parce que, man, si ces gars-là sont prêts puis ils exécutent d'une telle façon, mais c'est à cause de ces gars de même qui sont sur le scout team puis qui donnent corps et âme à la pratique dans la semaine. Donc, tu sais, c'est tout ce build-up-là à travers les saisons, la chimie d'équipe, la compréhension de ton rôle, la négation de soi, qui fait en sorte qu'une équipe peut être championne. Mm-hmm. Est-ce que tu dirais que c'est la même chose que peu importe le niveau, même NFL universitaire? Absolument. On en parle souvent, tu sais, NFL, OK, ben, des gros joueurs qui sont arrivés dans un programme. Mais on oublie souvent qu'il y avait déjà des joueurs qui étaient là, tu sais, que tu changes pas un roster au complet dans une année, tu t'amènes des nouvelles acquisitions, mais ça fait juste, ils font juste ce soude aux joueurs qui étaient déjà là. Fait que, tu sais, les joueurs qui étaient là sont super importants dans, justement, l'espèce de chimie que tu veux instaurer puis la culture que tu vas avoir, tu sais. Mm-hmm. Merci Anto d'avoir pris un moment ce matin avec moi. C'était un plaisir, sérieusement, de faire ça ensemble. On n'aura pas le choix. Je pense que je te tiendrai dans le loop, là, mais d'après moi, cet été, là, peut-être des chances qu'on s'en refasse un parce que il y a trop de beaux stocks à jaser avec toi. J'ai l'impression. Puis, tu sais, honnêtement, même les questions que je te donnais, tu m'en donnais encore plus. Fait que vraiment exact. Cool. Merci Anto d'avoir pris. Merci à toi, man. C'était super cool. Tu fais bien ça, man. Puis tu vois la préparation qui a été faite derrière. Donc, j'apprécie ton temps, man. Merci. J'apprécie. Donc, tout le monde, c'était le Game On Podcast. Notre invité, Anthony Auclair.